Bonjour à vous toutes et à vous tous. Mon nom est Claude Laferrière. Je suis enseignant et avocat, enseignant en géopolitique. Nous sommes le 10 octobre 2022. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'attends aucune contribution ni aucun mandat de quelque nature que ce soit. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, c'est « La Russie et l'Ukraine, ma perspective, mon opinion. » Voici. Depuis quelques jours, suite au sabotage du gazoduc Nord Stream et à l'attentat contre le pont qui relie la Crimée et la Fédération de Russie, on entend dans les médias toutes sortes de commentaires qui nous disent que les Russes ont perdu la guerre, que les Russes ont perdu beaucoup d'hommes, que la conscription est une catastrophe, ça ne fonctionne pas, que Vladimir Poutine est sur le point d'être renversé, etc., etc., etc. Autrement dit, c'est tout blanc ou tout noir, ce qui est la marque, ce qui est l'empreinte digitale de la propagande. Lorsqu'on adopte une position un peu plus nuancée, on voit qu'en réalité, ce qui se passe est assez différent. D'abord, la Russie, sur le plan économique, consolide ses positions avec, dans le cadre du BRICS, à savoir avec la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, bientôt possiblement l'Argentine et le Brésil, et sans parler de d'autres pays qui pourraient joindre cette nouvelle unité économique internationale et qui va bouder le dollar américain. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point important, c'est que la population russe, enfin, selon des sources, serait en colère contre l'Ukraine et non pas contre Poutine, en raison évidemment des pertes humaines qui ont été assez importantes du côté russe. Ça, même les Russes l'admettent. Le combat n'a pas été facile. Grâce à des armes américaines, les Ukrainiens se sont bien, si vous voulez, débrouillés sur le champ de bataille. Ils ont fait des gains importants. Voici là où mon opinion diverge de ce que vous entendez dans les médias. C'est que présentement, si vous voulez, Poutine dispose de deux forces, deux alliés importants. Le premier allié, c'est la nature, à savoir le bonhomme hiver. L'hiver s'en vient et les Russes savent composer avec l'hiver. Le deuxième allié, c'est l'arme nucléaire. Ça, on va y revenir. Parlons de l'hiver. À l'approche de l'hiver, avec l'automne, n'est-ce pas, les forces russes, à l'heure actuelle, ont reculé, ont perdu des hommes dans le Donbass et dans les régions annexées. Ils ont reculé un peu. Pourquoi ils ont reculé? C'est pour préparer les quartiers d'hiver. On prépare les quartiers d'hiver. Autrement dit, on va occuper le territoire et on s'arrange pour ne pas geler, ne pas mourir de froid. Donc, ils cèdent un peu de terrain, mais ils renforcent leur position défensive. Comme ancien officier d'infanterie, je peux vous dire que c'est ça qu'il faut faire. Il faut renforcer ses positions défensives lorsqu'on a l'intention d'occuper. Et c'est ce qu'ils font. Ils vont occuper. Ils vont rendre leur position défensive confortable, vivable pour du long terme pour affronter le bonhomme hiver qui va frapper fort en Ukraine. Donc, ça, c'est la première raison pour laquelle ils ont reculé, parce qu'ils préparent leur quartier d'hiver. Ils préparent leur quartier d'hiver, ce que les Ukrainiens ne font pas parce qu'à l'heure actuelle, ils avancent. Et parce qu'ils avancent, ils ne préparent pas leur quartier d'hiver. Mais les Russes savent que l'hiver s'en vient. Donc, ils préparent des positions qui vont pouvoir chauffer, maintenir la chaîne
d'approvisionnement pour les aliments, pour les soldats en aliments et en munitions, de façon à occuper les territoires annexés et à, si vous voulez, stopper l'avance des Ukrainiens. Voilà. Et à ce moment-là, cet hiver, les Russes vont pouvoir faire une avancée. Et qu'est-ce qu'ils font en attendant que l'hiver arrive? Bien, l'artillerie russe détruit toutes les infrastructures énergétiques et les ponts, les routes, etc., de façon à ce que l'hiver soit à peu près invivable pour les Ukrainiens. Autrement dit, les Ukrainiens ne voient pas venir l'hiver alors que les Russes sont obsédés par cette idée de l'hiver. Les conditions de combat sont extrêmement différentes. Et là, passez-moi l'expression, ça va être another ball game. OK? Ultimement, les troupes russes ont reculé parce que si Poutine planifie une attaque nucléaire, il ne peut pas envoyer les bombes nucléaires sur ses hommes. Donc, il les fait reculer pour les protéger des radiations importantes, n'est-ce pas? Ce qui va être la conséquence d'une attaque nucléaire. Donc, il protège ses hommes dans des positions défensives, des quartiers divers reculés pour permettre les explosions nucléaires et littéralement faire table rase de l'Ukraine. Voilà. Ce scénario, n'est-ce pas, c'est un scénario tout à fait stratégique qui fait en sorte que Poutine, à ce moment-ci, cherche à limiter les pertes humaines parce que la population russe n'en peut plus de voir revenir des soldats dans des sacs, n'est-ce pas? Voilà. Donc, la réaction, c'est de préparer l'hiver et de préparer l'attaque nucléaire. Donc, dans les médias, on se demande si Poutine va faire une attaque nucléaire. Eh bien, le fait qu'il cesse que ses troupes conventionnelles mettent fin à leur avance, voire même reculent pour préparer des quartiers divers, mais en même temps se protéger des champs de radiation pour ne pas se retrouver, si vous voulez, dans le collimateur des missiles nucléaires. Donc, mon approche est très différente de ce que vous pouvez entendre dans les médias où les gens se demandent est-ce que Poutine va se servir de l'arme nucléaire? Mais c'est évident qu'il va le faire. Et c'est évident qu'il prépare aussi ses hommes sur le terrain pour l'hiver. Et une des raisons sur le plan du droit international, c'est que les territoires annexés font désormais partie de la Fédération de Russie. Donc, lorsque l'Ukraine attaque les provinces annexées, c'est-à-dire les territoires annexés par la Russie, c'est la Russie qui est attaquée. À ce moment-là, ça justifie aux yeux de Poutine une intervention nucléaire. À ce moment-là, on se dirige peut-être vers une troisième guerre mondiale entre les États-Unis qui, depuis 6 mois, fournissent des armes pour tuer des soldats russes, fournissent des armes à l'armée ukrainienne pour tuer des soldats russes. Donc, c'est vraiment une guerre par procuration. Mais là, maintenant, ça va être la guerre en direct. Parce que c'est ça que Poutine prépare. N'est-ce pas? Mais d'abord affronter l'hiver. Est-ce que l'intervention nucléaire va avoir lieu cet hiver? Ça, c'est une question importante. Ou si tout simplement Poutine va laisser l'hiver faire ses ravages à l'intérieur de l'armée ukrainienne, à l'intérieur de l'Ukraine, dont les infrastructures énergétiques auront été passablement affaiblies. Et il faut comprendre que l'hiver va frapper l'ensemble de l'Europe et que Poutine risque de couper toutes les valves, sauf certains pays amis comme la Hongrie, possiblement, évidemment l'Italie, la Bulgarie. Et à ce moment-là, il va faire passablement l'expression du cherry picking en fonction de ses alliés et de ses ennemis. Voilà. Et là, il faut comprendre que présentement, l'Allemagne est en colère après les États-Unis qui ont profité du sabotage du gazoduc Nord Stream pour augmenter leur prix, augmenter le coût du gaz qu'ils vendent
aux Allemands et à ce moment-là, profiter de la crise, passez-moi l'expression, pour faire de l'argent. Donc, là aussi, ça risque de faire éclater cette belle unanimité des pays européens contre la Russie, des pays de l'OTAN contre la Russie. Le jour où l'Allemagne va décider de mettre fin aux sanctions contre la Russie, l'Italie s'en va dans cette direction, tout comme la Bulgarie en Hongrie. Voilà. Donc, c'était ma perspective, une perspective différente. Et là-dessus, je vous souhaite une excellente journée et je vous invite à commenter, à aimer ou à ne pas aimer, à me poser des questions. À ce moment-là, j'ai l'habitude de répondre. Donc, bonne journée et à la prochaine.